Salut chers téléspectateurs chéris, c'est toujours un immense bonheur pour moi de vous retrouver chaque semaine dans le cadre de votre documentaire primé Cette architecture. Alors comme les semaines précédentes, vous allez jouer pendant ou après la diffusion de votre programme et tenter de remporter un magnifique écran plasma de 60 pouces 3D d'une résolution de 1080 Full HD avec connectivité Wi-Fi d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. Énorme, n'est-ce pas? Allez, envoie la bonne réponse de cette question en formulant 7A, suivi de ta réponse au 8877 autant de fois que tu pourras, surtout si tu as la bonne réponse. De quel prix s'agit-il dans ce documentaire? A. Le balafon. B. Le Koundé. C. Le prix Aga Khan. Pour cet épisode, sachez que Architects on the Frontline va à la rencontre d'architectes d'aujourd'hui qui tentent de marier l'urbanisation et la qualité de vie. Et tous ces architectes font partie des finalistes du prix Aga Khan pour l'architecture. A tout de suite. Architects on the Frontline va à la rencontre d'architectes d'aujourd'hui qui tentent de marier l'urbanisation et la qualité de vie. Tous ces architectes font partie des finalistes du prix Aga Khan pour l'architecture. L'architecture évolue et ce prix est très important pour mettre en valeur les besoins de communautés qui ne sont que rarement écoutés. Je trouve qu'il y a une espèce de sensibilité commune à tous les projets. Sensibilité du lieu, sensibilité écologique et respect de la durabilité dans la conception. Dans le monde entier, on trouve divers types de projets architecturaux qui tiennent compte d'une communauté et de ses relations avec l'entier de la société. C'est l'un des éléments pris en compte pour l'attribution du prix. Quand l'architecture est bonne pour une communauté, elle peut servir de modèle à d'autres communautés. Quand c'est bon pour tout le monde. Dans le premier programme, nous avions présenté 8 finalistes pour le prix de l'architecture. Dans ce deuxième programme, nous allons nous rendre en Albanie, en Chine, en Iran et dans 8 autres pays pour visiter quelques-uns des 19 finalistes sélectionnés parmi 401 nominations. Chittagong, au Bangladesh. Avec 2,5 millions d'habitants, il s'agit de la deuxième ville du pays. Sa croissance rapide se fait au détriment des terres agricoles situées dans sa périphérie. La mosquée de Chongaon est un havre de paix, mêlant le moderne et l'ancien. Le mandat était clair. Bien qu'il s'agisse d'une donation, ils ont souhaité que ce soit bien dessiné et bien construit. Il s'agit d'un magnifique cadeau à la communauté. En dessinant cette mosquée, l'architecte Kashef Chowdhury s'est inspiré des origines de l'islam. Je me suis dit si Mahomet était le premier musulman et si cette mosquée était la première mosquée, quelle serait l'essence de sa forme et de sa construction? Dans son environnement et son espace naturel, la mosquée doit devenir une source d'inspiration, pas simplement pour les gens qui viennent prier, mais pour tout le voisinage. À l'intérieur, nous trouvons deux éléments essentiels à toute mosquée, le mihrab et le mimbar. Le mihrab est l'endroit où l'imam, le religieux en chef, dirige les prières. Le mimbar est l'endroit depuis lequel il adresse le sermon lors de la prière du vendredi. Ce sont des éléments simples et nous devons les concevoir avec simplicité. Un autre élément traditionnel imaginé par Chowdhury est le dôme de la mosquée. Je me suis dit que le dôme ne devait pas exister que pour lui-même, mais plutôt être un élément de mise en valeur du tout. J'ai donc coupé le dôme et ainsi la lumière peut entrer le jour et sortir la nuit. Le résultat paraît simple, mais la construction fut compliquée. Le sol, trop instable pour supporter le poids de la mosquée, a dû être consolidé à l'aide de plusieurs centaines de tonnes de sable. En creusant sur le site, les ouvriers ont découvert un cimetière.
Comme il était impossible de le déplacer, Chowdhury a décidé de l'intégrer au bâtiment. Globalement, les villageois ont réagi très positivement. Ils trouvent que la mosquée est un symbole d'ouverture à l'intérieur de leur village. Ceci concerne surtout les jeunes qui se servent de la mosquée comme lieu de culte et qui utilisent également les parties extérieures face à l'entrée comme un terrain de jeu. C'est en quelque sorte un centre communautaire, moderne, dans un village très traditionnel. Dans la ville de Fès, au Maroc, la mosquée Al-Qarawiyyin, vieille de 1200 ans, menaçait de s'effondrer. Le ministère marocain des institutions est l'un des finalistes du prix Aga Khan pour la restauration éclairée de cet ancien trésor du monde islamique. Le prix Aga Khan prend également en considération l'approche globale de la conservation et le respect que nous portons collectivement à notre héritage culturel. Hors de la Turquie, il reste peu de traces des villes de l'Empire ottoman, qui, à son apogée, s'étendait des Balkans au Moyen-Orient. Gjirokastra, en Albanie, est l'une des rares exceptions. En 2005, elle a reçu le titre de patrimoine mondial. La conservation de cette ville fortifiée ottomane est un miracle. En 1967, les communistes au pouvoir décidèrent de faire de l'Albanie le seul et unique pays athée au monde. Ils interdirent la religion et incitèrent la jeunesse à détruire les monuments religieux. La mosquée qui est derrière moi est la seule qui ait survécu à Gjirokastra. La raison de sa sauvegarde est que son dôme était assez grand pour y installer une piste de cirque. Le bazar a malheureusement été brûlé durant les violences civiles de 1997 et il a été abandonné. Les échoppes étaient vides et plus rien ne se passait ici. Fondée en 2001 avec les fonds de l'Institut Paccard des sciences humaines, l'Organisation pour le développement et la conservation de Gjirokastra a entrepris de ressusciter ce phénix. Nous avons commencé par nettoyer à fond les façades et le toit. Avec l'aide de la population, nous avons éliminé les ordures autour du bazar. Puis le gouvernement nous a rejoints et a entrepris la restauration. Nous sommes maintenant dans les échoppes restaurées qui redonnent vie au marché. Le château de Gjirokastra, construit pour intimider l'ennemi, est maintenant tel qu'il était au XIXe siècle. Nous nettoyons les murs car il y a 10 ans, ils ont été plâtrés et nous avons de l'humidité qui vient par le haut. Nous restaurons les fenêtres, nous restaurons la voûte. Nous voulons transmettre le message de cette architecture aux gens qui viennent ici, qu'ils puissent ressentir comment était à l'origine chaque élément du château. Mais pour éviter que la vieille ville ne se dégrade à nouveau, il faut que les habitants de la ville nouvelle participent à l'opération. Je pense que c'est une bonne idée. C'est très bien de remettre le toit en place, mais ce qu'il faut maintenant, c'est assurer la durabilité, investir dans la cité historique pour lui redonner vie. Cet objectif est maintenant notre principale préoccupation. Notre défi est de convaincre les habitants de Gjirokastra de regarder en bas vers la cité historique, afin qu'ils comprennent que ce n'est pas qu'une source de dépenses, mais que ça peut devenir une source importante de revenus dans le futur. Avec de l'imagination, de la sensibilité et du savoir-faire, comment transformer le passé en une ressource du XXIe siècle ?
Plusieurs projets tentent de répondre à cette question. L'un d'entre eux est le musée du site historique de Madinat al-Zahra en Espagne. Afin de ne pas faire d'ombre aux ruines elles-mêmes, le musée a été construit en sous-sol. Nous avons eu l'intention de travailler comme des archéologues, en réalisant notre projet sous terre. Nous avons tenté d'instaurer un dialogue entre le site de Madinat, l'architecture islamique et l'histoire de l'islam en Espagne. Ainsi, lorsque vous descendez dans le musée, nous espérons que vous aurez le sentiment d'avoir vécu l'architecture islamique au travers du bâtiment lui-même. À l'époque coloniale, la richesse de la Malaisie provenait du caoutchouc. À l'heure de la diversification économique, cette époque semble aujourd'hui oubliée. Dans la petite ville de Lunas, l'architecte Lawrence Low a transformé un fumoir de latex brut en un musée qui raconte l'histoire industrielle du caoutchouc. Il s'agit de cartographier l'histoire des gens de Lunas et que chacun puisse parler de sa vie. Et puis nous devrons trouver un lieu où nous réunirons ce matériel. L'Association de la sauvegarde de la Médina de Tunis est l'un des autres finalistes engagés dans la restauration. Pas pour leur travail dans l'ancienne Médina, mais pour la réhabilitation du secteur colonial. Il y a eu une réconciliation entre les habitants de Tunis et leur ville. La Chine connaît un exode rural sans précédent. Selon les Nations Unies, on s'attend à ce que 350 millions de personnes, environ la population des États-Unis, migrent vers les villes chinoises d'ici à 2030. Pour satisfaire la demande, la construction de milliers de tours a déjà commencé. L'architecte chinois Liu Xiaodu pense que de parquer les gens dans des tours isole les familles les unes des autres. Les gens ont tendance à s'isoler. Ils ne se rencontrent plus. Ils ne connaissent même pas leurs plus proches voisins. La plupart des logements sociaux pour les personnes à bas revenus sont construits par le gouvernement. Nous pensons qu'il est temps d'offrir une alternative à ce système en y engageant le secteur privé. Une compagnie immobilière du secteur privé, la Shenzhen Vanke, a financé la société Urbanus pour repenser le logement social du nouveau millénaire. Les architectes Liu Xiaodu et Yan Meng ont puisé leur inspiration dans le passé. Selon leurs connaissances, cela fait des siècles que la Chine favorise la vie communautaire sous la forme des châteaux appelés toulous. Fait de terre compressée ou d'argile, le toulou traditionnel peut accueillir 80 familles. La plupart étaient de forme circulaire, comprenant une seule entrée pour réduire la vulnérabilité en cas d'attaque. Ils sont construits de cette manière à des fins défensives parce que dans ces régions montagneuses, les combats entre les tribus des différents villages étaient une réalité. Heureusement, de nos jours, devoir se protéger contre ses voisins belliqueux n'est plus une priorité. D'après Liu Xiaodu, les plans du toulou traditionnel, avec sa forme circulaire ainsi que sa cour intérieure, peuvent servir de base pour la construction d'une maison contemporaine. Nous nous inspirons de l'architecture chinoise traditionnelle. De plus, nous étudions et prenons en compte les modes de vie actuels des Chinois. L'objectif est de mettre l'architecture au service de l'amélioration de la qualité de vie. Dans la cité de Guangzhou, cette construction moderne inspirée du Toulou permet de loger environ 300 familles.
Cette construction de 5 étages fait déboucher chaque appartement sur chaque paroi des autres appartements. Un étage standard est composé de 270 logements. Voici le salon. Une famille de 3 personnes habite ici. Il y a une cuisine ouverte et une petite salle de bain. 2 chambres séparées et un balcon. Nous avons placé une porte à tambour en forme de L afin de gagner de la place. L'objectif principal est d'avoir le plus grand espace de vie possible. En plus des appartements individuels, on a construit des espaces communs qui servent de lieu de rencontre pour la communauté. De nombreux espaces servent à jouer au ping-pong ou de salles de musique. Il y a 2 terrains de basket et les enfants adorent jouer dans l'immeuble. Cet immeuble moderne inspiré du Toulouse est une véritable expérience sociale. Une expérience réussie. Palmyra House, en Inde, propose un style d'habitation très original. Jamshid Setna, un homme d'affaires de Mumbai, a fait construire cette maison dans la région d'Alibag, nichée au milieu des cocotiers, véritable havre de paix propice à l'écriture. Pour l'architecte Bijoy Jain, il était important de construire la maison en parfaite harmonie avec son environnement naturel. Il a été difficile d'implanter la maison. Un des éléments du problème venait du fait qu'il fallait faire attention à chaque cocotier de la plantation. En totalité, seulement 2 arbres ont été abattus. Le premier car il perdait ses feuilles, il était envahi d'insectes. L'autre parce qu'il n'était pas possible physiquement de faire passer les éléments de la maison. Et c'est de cette manière que j'ai conçu les dimensions. Ce qui importe, c'est l'espace entre les parties de la maison et les arbres, afin qu'elles puissent s'encastrer entre les arbres. La construction n'a pas fait intervenir de machines de chantier. Les fondations ont été excavées et réalisées à la main. Tout le matériel a dû être transporté depuis la route à travers la plantation. Le défi, c'était de préserver le caractère sacré du site et de l'environnement. Nous n'avons cessé de garder à l'esprit qu'il fallait faire attention à cela. Les techniques employées ont été le fruit d'une coopération entre Bijoy Jain et des artisans traditionnels. Les concepts sont développés à partir de modèles et de maquettes. Les matériaux doivent tenir compte du climat. C'est une collaboration entre plusieurs artisans qui viennent de différentes régions du pays. Certains viennent du Rajasthan, d'autres du sud de l'Inde ou encore d'ici. Ils mettent en commun leurs compétences acquises au cours de nombreuses générations. Lorsque nous avons lancé le projet, ça nous semblait difficile. Mais nous avons réalisé ensuite que cela ressemblait à la construction d'une boîte à très grande échelle. Et par le dialogue, la contribution de chacun, petit à petit, une solution a vu le jour. La construction finale se compose d'une espèce de double boîte, dont l'une comporte le salon et la chambre à coucher, et l'autre, la cuisine et la salle à manger. Avec un système de refroidissement passif grâce aux persiennes et l'approvisionnement en eau provenant du puits local, la consommation énergétique du bâtiment a très peu d'impact environnemental. Ce fut également le cas durant la phase de construction. Parmi les finalistes dans la catégorie des logements privés, on trouve également le complexe résidentiel Daulat II à Téhéran. Nous avons envisagé un type de construction neutre dans ce lieu où les alentours manquent d'espace vert.
Avec sa façade mobile, construite à partir de bois de la région, le bâtiment se différencie complètement de ceux de la ville, quasiment tous gris. À Teknaf, au Bangladesh, le centre Nishorgo d'interprétation de la nature permet aux visiteurs de la réserve naturelle d'avoir une vue d'ensemble sur l'environnement du parc. Le centre se fond dans la nature. La construction est en harmonie avec les arbres présents sur le lieu. Notre objectif était de construire un bâtiment qui appartienne à la nature et qu'elle-même appartienne au centre d'interprétation. En Arabie Saoudite, les projets publics sont en général de grande envergure et la restauration du Wadi Hanifa ne fait pas exception. Avec un budget de plus de 160 millions de dollars, le projet a débuté en 2001 et 120 km de canaux pollués ont été nettoyés et transformés en oasis urbains. Le Wadi Hanifa a toujours été une région fertile pour ses habitants. C'était ainsi il y a des milliers d'années. Et nous souhaitons que le Wadi Hanifa continue d'être une région productive pour les générations futures de Riyad. C'est tout pour cette rencontre avec les architectes finalistes du prix Aga Khan qui transforment nos villes et les rendent plus jolies et magnifiques encore. Je sais que vous êtes nombreux à avoir la réponse à cette question: de quel prix s'agit-il dans ce documentaire? Vous avez le choix entre A, le balafon, B, le Koundé, C, le prix Aga Khan. Nous attendons vos réponses au 8877 et surtout, n'oubliez pas de formuler 7A suivi de votre choix des réponses. À la semaine suivante.